Rassemblez-vous, mes frères et sœurs, car je vais vous conter une histoire qui s'est passée dans notre terre d'Afrique, là où les baobabs centenaires gardent les secrets des anciens et où chaque grain de poussière porte la mémoire de nos aïeux. Au cœur de la savane dorée du Burkina Faso, là où les termitières se dressent comme des cathédrales de terre rouge et où l'harmattan souffle ses murmures poussiéreux, se nichait le village de Tangandougou. Un nom qui dans la langue morée signifie « le lieu où la terre et le ciel se parlent ». Chaque matin, quand les premiers rayons du soleil caressaient les toits de tôle ondulée et les cases rondes aux murs d'argile, une fumée bleutée s'élevait des cuisines où les femmes préparaient le tau, cette pâte de mil qui nourrit les ventres et réchauffe les cœurs. L'air embaumait le beurre de karité fondu, les épices pilées et cette odeur si particulière de la terre humide que l'on arrose au petit matin pour chasser la poussière. Dans ce village vivait un homme que tous connaissaient sous le nom de Ba Oumarou. Ba, ce titre respectueux qu'on donnait aux anciens, et Oumarou, son prénom qui résonnait comme un chant dans la bouche de ceux qui l'appelaient. Mais attention, mes amis, car Ba Oumarou n'était pas un ancien comme les autres. À 75 ans, ses mains portaient les stigmates d'une vie entière passée à travailler la terre. Des mains rugueuses comme l'écorce du baobab, striées de cicatrices que seuls les vrais cultivateurs connaissent. Ses yeux, profonds comme les puits du village, semblaient avoir vu 1000 saisons sèches et 1000 hivernages. Et quand il marchait, appuyé sur son bâton de douma sculpté par son grand-père, la terre elle-même paraissait reconnaître ses pas. Mais voilà ce qui rendait Ba Oumarou si particulier, mes frères, partout où il posait ses pieds nus, l'herbe poussait plus verte. Partout où il plantait sa daba cette ou traditionnelle que tous les paysans connaissent, les récoltes étaient plus abondantes que chez ses voisins. Et cela, depuis plus de 50 ans. Dieu lui a donné le don, murmurait Tante Aminata, la doyenne du village, en pilant son mil sous l'ombre généreuse de son manguier. Ses ancêtres lui parlent, ajoutait Maître Boukari, l'instituteur qui avait étudié à Ouagadougou mais qui respectait toujours les traditions. Les enfants du village couraient derrière lui quand il se rendait au champ, espérant apercevoir ce miracle quotidien. Et Ba Oumarou, avec sa bonté légendaire, leur racontait des histoires de la terre, leur enseignait les noms des plantes, leur montrait comment écouter le langage secret des saisons. Écoutez, mes petits, disait-il de sa voix grave et chaleureuse, la terre n'est pas muette. Elle chante pour qui sait l'entendre. Elle pleure pour qui sait la consoler. Et elle donne ses trésors à qui sait la respecter. Mais cette harmonie, mes amis, allait être brisée comme une calebasse qui tombe sur la pierre. Un matin de mars, quand la saison sèche était à son apogée et que la terre craquelée suppliait le ciel d'envoyer les premières pluies, 3 véhicules Toyota blancs arrivèrent au village dans un nuage de poussière rouge. Des 4x4 rutilants qui juraient avec la simplicité du lieu, leurs vitres teintées cachant leurs occupants comme des secrets mal gardés. Les moteurs se turent, et des hommes en descendirent. Des blancs en chemise manches courtes et pantalons kaki, des carnets à la main et des appareils bizarres en bandoulière. Avec eux, un interprète de Ouagadougou, un homme fluet qui parlait français avec l'accent traînant de la capitale. Le chef du village, Badraman, homme sage aux tempes grisonnantes, les accueillit sous l'arbre à palabres, ce vieux baobab au centre du village où toutes les décisions importantes se prenaient depuis des générations. Nous sommes des géologues, expliqua leur chef, un homme roux dont la peau déjà rougie par le soleil africain témoignait d'un séjour récent. Nous venons étudier votre sol. Nous avons des raisons de croire qu'il contient des richesses importantes. Badraman hocha la tête poliment, mais ses yeux expérimentés avaient déjà tout compris. Dans sa sagesse d'ancien, il savait reconnaître la cupidité, même habillé de mots savants. Les jours qui suivirent, les géologues sillonnèrent le territoire du village avec leurs machines bruyantes. Ils plantaient des tiges métalliques dans le sol, prenaient des mesures, faisaient des trous, prélevaient des échantillons. Le bruit de leurs foreuses troublait la paix séculaire du lieu, chassait les oiseaux et inquiétait le bétail. Ba Oumarou observait tout cela en silence, le cœur lourd. Chaque coup porté à la terre résonnait en lui comme un coup porté à sa propre chair. Car lui, il savait. Il savait ce que ces hommes cherchaient, et il savait aussi ce que leur découverte signifierait pour son village bien-aimé. Le 5e jour, l'un des géologues vint le voir dans son champ, là où poussaient les plus beaux épis de mil de toute la région. « Vieil homme, dit-il par l'intermédiaire de l'interprète, nous avons besoin de faire des mesures dans votre champ. C'est très important. » Ba Oumarou le regarda longuement, de ce regard profond qui semblait sonder les âmes. « Cette terre,
répondit-il calmement, a nourri mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, et elle me nourrit encore. Elle nourrira mes enfants et les enfants de mes enfants. Que cherchez-vous donc qui soit plus précieux que cela? Le géologue sourit de ce sourire condescendant que connaissent bien tous ceux qui ont déjà eu affaire aux experts venus d'ailleurs. De l'or, vieil homme. Beaucoup d'or. Assez pour rendre tout votre village riche. Cette nuit-là, sous la lune pleine qui baignait le village d'une lumière argentée, Baomaru ne put trouver le sommeil. Il sortit de sa case et marcha pieds nus jusqu'à l'arbre à palabres, là où les anciens avaient coutume de venir méditer quand le poids des décisions devenait trop lourd. C'est là qu'il rencontra Djeliba Mamadou, le vieux griot du village. Un homme sec comme une branche de mil, aux yeux brillants d'intelligence et à la voix qui portait la mémoire de 1000 générations. « Tu ne dors pas non plus, mon frère ?» demanda Djeliba, en accordant sa kora, cette harpe-luth dont les cordes semblaient contenir toute la poésie du monde. Baomaru s'assit à côté de lui sur la natte tressée que le griot avait étendue. « J'ai peur, Djeliba. J'ai peur pour notre terre. J'ai peur pour nos enfants. » Le griot hocha la tête et commença à faire vibrer les cordes de son instrument. Une mélodie douce et mélancolique s'éleva dans l'air nocturne, accompagnant ses paroles. Il y a longtemps, très longtemps, nos ancêtres ont conclu un pacte avec cette terre. Un pacte scellé dans le respect et l'amour. Mais les temps changent, mon frère, et les hommes oublient les promesses de leur père. Il marqua une pause, ses doigts continuant à caresser les cordes. Astérisque, écoute-moi bien, Baomaru. Nos anciens disaient, quand la terre sera menacée par la cupidité des hommes, celui qui porte en lui le don de la faire fructifier devra faire un choix. Un choix qui déterminera le destin de tous. Astérisque. Baomaru frissonna malgré la tiédeur de la nuit. Que veux-tu dire, Djeliba? Tu le sauras le moment venu, mon frère. Tu le sauras. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour tout le village. Les géologues avaient confirmé leurs soupçons, le sous-sol de Tangandougou recelait un filon aurifère d'une richesse exceptionnelle. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre, et bientôt, des représentants de compagnies minières internationales commencèrent à affluer. Ils organisèrent des réunions sous l'arbre à palabres, promettant monts et merveilles aux villageois. De l'argent, beaucoup d'argent. Des maisons en dur avec l'électricité et l'eau courante. Des écoles modernes pour les enfants. Des centres de santé équipés. Un avenir doré, littéralement. Peu à peu, l'unité du village commença à se fissurer. Les plus jeunes, séduits par ces promesses de modernité, commencèrent à faire pression sur leurs aînés. Les discussions sous l'arbre à palabres devinrent houleuses, parfois même acrimonieuses. Nous n'avons pas le droit de refuser cet avenir à nos enfants, criait Moussa, un jeune homme de 30 ans qui rêvait d'une moto et d'une télévision. Et qu'est-ce qu'ils feront de cet argent quand la terre sera morte, répondait calmement Badraman. L'argent ne se mange pas, mon fils. Mais les voies favorables à l'exploitation minière se faisaient de plus en plus nombreuses. Même certains anciens commençaient à vaciller devant l'ampleur des sommes promises. Un matin de juin, alors que les premières pluies avaient enfin commencé à tomber et que la terre exhalait cette odeur enivrante de renaissance, le représentant principal de la compagnie minière convoqua une assemblée générale. Tout le village était là, assis en cercle concentrique autour de l'arbre à palabres. Hommes, femmes, enfants, anciens, tous attendaient de connaître l'issue de ces semaines de négociations. L'homme, un Français d'une 50aine d'années au sourire commercial, se leva et prit la parole. Chers habitants de Tangandougou, nous vous faisons aujourd'hui une offre exceptionnelle. 50 millions de francs CFA pour l'achat de vos terres, plus un pourcentage sur les bénéfices de l'exploitation. De quoi assurer l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Un murmure d'excitation parcourut l'assemblée. 50 millions. Une somme inimaginable pour ces paysans qui peinaient parfois à réunir de quoi acheter les semences pour la saison suivante. Cependant, continua l'homme, nous ne pouvons attendre indéfiniment. Si vous acceptez, nous commençons les travaux la semaine prochaine. Si vous refusez. Il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Badraman se leva lentement, s'appuyant sur sa canne sculptée. Nous devons délibérer, dit-il avec dignité. Cette décision ne peut être prise à la hâte. Elle engagera l'avenir de nos descendants sur cette génération.
Vous avez jusqu'à demain soir, répliqua l'homme d'affaires. Passé ce délai, nous chercherons ailleurs. Et croyez-moi, vous ne retrouverez jamais une occasion pareille. Cette nuit-là, Baomaru ne rentra pas chez lui. Il marcha jusqu'au centre de son champ, là où poussaient ses plus beaux plants de mil, et s'assit en tailleur sur la terre encore humide de la pluie du soir. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel sans nuages, cette voûte céleste que ses ancêtres utilisaient comme calendrier et comme guide. La lune, presque pleine, baignait le paysage d'une lumière douce qui transformait les épis de mil en mer argentée ondulant sous la brise nocturne. Baomaru ferma les yeux et posa ses mains sur la terre. Immédiatement, il sentit cette connexion mystérieuse qui l'unissait à la terre depuis son enfance. Un frémissement, comme si la terre elle-même lui parlait, lui racontait ses souffrances et ses espoirs. Il vit en esprit les machines qui viendraient déchirer ce sol millénaire, les bulldozers qui arracheraient les arbres séculaires, les produits chimiques qui empoisonneraient les nappes phréatiques. Il vit la désolation qui succéderait à la verdure, le silence qui remplacerait les chants d'oiseaux. Mais il vit aussi les regards brillants d'espoir des jeunes du village, leur rêve légitime d'une vie meilleure, leur droit à profiter des richesses de leur propre terre. Le dilemme était terrible, mes frères et sœurs. Terrible et insoluble. C'est alors qu'une voix résonna dans son cœur. Une voix qu'il reconnut immédiatement, celle de son grand-père, mort depuis 30 ans, mais dont l'esprit semblait toujours veiller sur le village. « Mon petit-fils, murmura la voix, astérisque le moment est venu de faire le choix dont parlait Djeliba. Un choix qui ne dépend que de toi. Car tu es le gardien de cette terre, celui par qui elle respire et vit. À toi de décider si elle doit mourir pour enrichir les hommes, ou si elle doit montrer sa vraie nature pour les sauver. » Le lendemain, quand le soleil se leva sur Tangandougou, tout le village était déjà rassemblé sous l'arbre à palabres. L'atmosphère était électrique, chargée de cette tension qui précède les grands bouleversements. Les représentants de la compagnie minière étaient là, leur contrat prêt, leur sourire confiant. Face à eux, les villageois formaient un arc de cercle hétéroclite, les uns impatients de signer, les autres rongés par l'inquiétude. Badraman prit la parole le premier. « Mes frères, mes sœurs, mes enfants, nous voici arrivés au moment de la décision. J'ai écouté chacun d'entre vous ces dernières semaines. J'ai pesé vos arguments, vos espoirs, vos craintes. La décision que nous allons prendre aujourd'hui marquera l'histoire de notre village pour les siècles à venir. » Il marqua une pause, promena son regard sur l'assemblée. « Cependant, avant de voter, j'aimerais entendre une dernière fois l'avis de Baomaru, celui d'entre nous qui connaît le mieux cette terre. » Tous les regards se tournèrent vers le vieil homme, qui était resté silencieux depuis le début de la réunion. Baomaru se leva lentement, son bâton à la main, et s'avança vers le centre du cercle. « Mes frères, dit-il d'une voix claire et forte, depuis 50 ans, je cultive cette terre. Depuis 50 ans, elle me nourrit et nourrit ma famille. Elle a nourri mon père, le père de mon père, et tous ceux qui nous ont précédés. » Il s'arrêta et planta son bâton dans le sol. « Mais aujourd'hui, je vous le dis, cette terre cache un secret que même ces géologues avec leurs machines ne soupçonnent pas. Un secret que nos ancêtres connaissaient et qu'ils nous ont transmis par les chants et les proverbes. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les représentants de la compagnie échangèrent des regards inquiets. « Quelle est donc cette histoire de secret ?» demanda l'un d'eux avec impatience. Baomaru le regarda fixement. « Cette terre, monsieur, n'est pas seulement riche en or. Elle est vivante. Et quand on menace une terre vivante ?» Il n'acheva pas sa phrase, mais saisit fermement son bâton à deux mains. Ce qui se passa ensuite, mes frères et sœurs, aucune science moderne ne pourra jamais l'expliquer. Baomaru leva son bâton au-dessus de sa tête, et dans un geste empreint d'une solennité ancestrale, il le frappa contre le sol de toutes ses forces. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre. Et immédiatement, une fissure apparut dans le sol, exactement à l'endroit où le bâton avait frappé. Mais ce n'était pas une fissure ordinaire, mes amis. Non. Cette fissure brillait d'une lumière dorée, comme si la terre elle-même avait pris feu. La fissure s'élargit, s'approfondit, et soudain, du plus profond de la terre, jaillit une source d'eau cristalline. Mais regardez bien, mes frères, cette eau charriait des paillettes d'or. De l'or pur, qui scintillait dans les rayons du soleil matinal comme 1000 étoiles tombées du ciel.
L'assemblée recula, saisie d'un mélange de terreur et d'émerveillement. Les représentants de la compagnie minière, incrédules, s'approchèrent de la source miraculeuse. C'est impossible, murmurait le géologue en chef. L'eau et l'or ne peuvent pas jaillir ensemble de cette façon. Mais Baomaru souriait, de ce sourire paisible de celui qui connaît les secrets de la terre. Impossible, dit-il doucement. Mes ancêtres savaient que cette terre était spéciale. Ils savaient qu'elle donnerait ses richesses à ceux qui la respectaient, mais qu'elle les cacherait à ceux qui voulaient la violer. La source continuait à couler, et l'or s'accumulait au fond du bassin naturel qui s'était formé. Assez d'or pour enrichir tout le village, mais donné librement par la terre elle-même, sans qu'il soit besoin de la blesser. Comprenez-vous maintenant, continua Baomaru, s'adressant autant aux villageois qu'aux hommes d'affaires. Cette terre ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Et quand nous la traitons avec respect et amour, elle nous le rend au centuple. Il se tourna vers les représentants de la compagnie minière. Vos machines auraient détruit cette source miraculeuse, messieurs. Votre cupidité aurait tari pour toujours cette générosité de la terre. Car voyez-vous, l'or que vous cherchiez était là, mais il n'était accessible qu'à condition de respecter l'équilibre sacré. Djeliba Mamadou, le vieux griot, s'avança à son tour, sa kora à la main. Il est écrit dans nos traditions, chanta-t-il, astérisque que la terre garde ses trésors pour ses vrais enfants. Ceux qui l'aiment sans vouloir la posséder. Ceux qui la cultivent sans l'épuiser. Ceux qui comprennent qu'elle est mère, pas esclave. La mélodie de sa kora accompagnait ses paroles, et bientôt, d'autres voix se joignirent à la sienne. Car tous comprenaient maintenant. Tous voyaient le miracle qui s'accomplissait sous leurs yeux. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour le village de Tangandougou. La source continuait à couler, charriant chaque jour un peu plus d'or pur. Mais ce qui était encore plus merveilleux, c'est que cette eau miraculeuse possédait des vertus extraordinaires. Les champs arrosés avec cette eau donnaient des récoltes 3 fois plus abondantes qu'avant. Les arbres fruitiers se couvraient de fruits juteux et sucrés. Les légumes poussaient gros et savoureux. Et les animaux qui buvaient de cette eau ne tombaient plus jamais malades. Les villageois organisèrent un système équitable pour récolter l'or de la source. Chaque famille recevait sa part, selon ses besoins et non selon sa cupidité. L'argent ainsi obtenu servit à construire une école moderne, un centre de santé, et à améliorer les conditions de vie de tous, sans exception. Mais surtout, ils prirent soin de préserver la source et son environnement. Des règles strictes furent établies, pas d'exploitation intensive, pas de gaspillage, respect absolu de la nature environnante. Quant aux représentants de la compagnie minière, ils repartirent bredouilles mais troublés. Certains d'entre eux avaient été témoins de quelque chose qui remettait en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur la nature et les richesses de la terre. Le géologue en chef, avant de partir, vint voir Baomaru une dernière fois. « Comment avez-vous su » lui demanda-t-il. « Comment avez-vous su qu'il fallait frapper la terre à cet endroit précis ?» Baomaru sourit et posa sa main rugueuse sur l'épaule de l'homme blanc. « Mon fils, dit-il avec bienveillance, vous passez votre vie à analyser la terre avec vos machines. Moi, j'ai passé la mienne à l'écouter avec mon cœur. Et un cœur qui écoute finit toujours par comprendre. » Les mois passèrent, et l'histoire du miracle de Tangandougou se répandit dans tout le pays. Des visiteurs venaient de loin pour voir la source miraculeuse et rencontrer Baomaru, désormais célèbre dans toute la région. Mais le vieil homme n'avait pas changé. Il continuait à cultiver ses champs, à enseigner aux enfants, à transmettre la sagesse des anciens. Et chaque soir, il venait s'asseoir près de la source pour la remercier de sa générosité. Un jour, son petit-fils Amadou, un garçon de 12 ans aux yeux brillants de curiosité, lui demanda. « Grand-père, est-ce que tu savais vraiment que la terre allait s'ouvrir quand tu as frappé le sol ?» Baomaru caressa la tête de l'enfant. « Mon petit, répondit-il, je savais que notre terre était spéciale. Je le savais parce que mes ancêtres me l'avaient enseigné, et parce que 50 ans de travail et d'amour me l'avaient confirmé. Mais le miracle lui-même, non, je ne le savais pas. J'avais seulement foi en la sagesse de ceux qui nous ont précédés. » Il marqua une pause et désigna la source qui continuait à couler paisiblement. « Vois-tu, Amadou, nos ancêtres nous ont légué plus que des terres et des traditions. Ils nous ont légué une façon de vivre en harmonie avec la nature. Et quand on vit en harmonie,
parfois la nature nous offre ses miracles. Aujourd'hui encore, mes frères et sœurs, si vous passez par le village de Tangandougou, vous verrez la source miraculeuse qui continue à couler. Vous verrez les champs verdoyants, les arbres chargés de fruits, les visages souriants des habitants. Et si vous demandez aux enfants de vous raconter l'histoire de leur village, ils vous diront tous la même chose, avec des yeux brillants d'orgueil. C'est Baomaru qui a sauvé notre terre. Il a frappé le sol, et la terre s'est ouverte pour nous donner ses trésors. Mais nous qui connaissons l'histoire complète, nous savons que le vrai miracle n'était pas dans le coup porté au sol. Le vrai miracle était dans le cœur de Baomaru, dans sa connexion profonde avec la terre, dans son respect des traditions, dans son amour pour sa communauté. Car voyez-vous, mes amis, la terre nous donne toujours ce que nous méritons. Si nous l'approchons avec cupidité et violence, elle se ferme et cache ses richesses. Mais si nous l'approchons avec respect et amour, elle s'ouvre et partage ses trésors. Comme le dit un proverbe de nos ancêtres, l'arbre qui veut monter haut doit avoir des racines profondes. Baomaru avait des racines profondes dans sa terre et dans ses traditions. C'est cela qui lui a donné la force de faire le bon choix quand il le fallait. Et vous, mes frères et sœurs, quand viendra votre moment de choisir entre la facilité et la sagesse, entre le profit rapide et le bien-être durable, souvenez-vous de Baomaru et de sa terre qui s'est ouverte. Car la vraie richesse n'est pas dans ce que nous prenons à la terre, mais dans ce que nous lui donnons. Et la vraie magie n'est pas dans les machines modernes, mais dans la sagesse ancestrale qui nous enseigne que nous ne sommes pas les maîtres de la nature, mais ses gardiens. Que cette histoire vous accompagne, mes amis. Racontez-la à vos enfants, à vos voisins, à tous ceux qui voudront l'entendre. Car tant que les histoires comme celle-ci continueront à être racontées, l'espoir demeurera vivant dans le cœur des hommes. Et rappelez-vous toujours, quand le cœur est pur et les intentions droites, même la terre la plus dure peut s'ouvrir pour laisser jaillir des miracles. Ainsi se termine l'histoire de Baomaru et de la terre qui s'est ouverte. Que la paix et la prospérité soient avec vous tous.